defeat an enemy, you must know them. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse de livre, et oui ça faisait longtemps, qui portera sur les intégrales 4 et 5 du Trône de Fer et sur la novélisation de l'ascension de Skywalker. Commençons donc avec l'intégrale 5 du Trône de Fer. Par rapport à la série Game of Thrones, cette intégrale raconte l'histoire d'une partie de la saison 5, bien qu'elle en diverge grandement. Comme les autres tomes, l'intégrale 4 est racontée du point de vue de différents personnages, avec deux spécificités pour cet épisode. Tout d'abord, seule la moitié des personnages principaux est présente, le reste est en effet dans l'intégrale 5. Ensuite, des personnages plus mineurs sont également parfois narrateurs, ils ne sont par contre pas désignés par leur nom respectif. Les personnages dont on suit le point de vue dans ce livre sont donc Jaime Lannister, Cersei Lannister, Brienne de Tarth, Samuel Tarly, Sansa Stark, dont le nom est au cours du livre changé en Alayne Stone, et Arya Stark, qui devient quant à elle 4 décano. Les personnages mineurs sont Aeron Greyjoy, alias le prophète ou le noyé, Areo Ota, ou le capitaine de la garde, Asha Greyjoy, alias la fille de la sèche, Aris du Rouvre, ou le chevalier souillé, Victarion Greyjoy, alias le capitaine de fer ou le ravisseur, et Arianne Martell, ou le faiseur de reine et la princesse de la tour. J'ai trouvé à titre personnel que l'addition de ces personnages mineurs était très positive pour l'histoire, car elle permet de donner à Dorne et aux îles de fer des intrigues intéressantes, plus intéressantes que dans la série, et ce malgré le fait qu'aucun des personnages principaux s'y trouve. Je ne m'y attendais pas, mais le changement de nom des chapitres consacrés à Sansa Stark en Alayne Stone en cours de livre m'a beaucoup plu, cela marque un changement essentiel du personnage. Par ailleurs, bien que la moitié seulement des personnages principaux s'y trouvent, ce sont tous des personnages que j'aime beaucoup, et ça ne m'a donc pas vraiment dérangé. En conclusion, j'ai bien aimé ce livre, même si pour avoir l'histoire complète de la période de temps qu'il traite, il faut lire l'intégrale 5 également. Parlons justement de l'intégrale 5. La majeure partie de ce livre se déroule en même temps que l'intégrale 4, mais pas avec les mêmes personnages. Son roman devenant trop important, l'auteur l'a tout simplement divisé en deux parties, les intégrales 4 et 5, mais d'un point de vue géographique et non temporel. Les événements sont donc les mêmes que dans l'intégrale 4, mais à d'autres endroits vus par d'autres personnages. Ces personnages sont donc Tyrion Lannister, Daenerys Targaryen, Jon Snow, Bran Stark, Davos Mervo, le retour de Theon Greyjoy, aussi appelé Schling le prince de Winterfell, le tourne Kazakh ou encore un fantôme à Winterfell. Comme pour l'intégrale 4, il y a des personnages non récurrents qui interviennent, comme Quentyn Martell, alias le domestique du marchand, l'Airovent, le prétendant inconduit ou le dompteur de dragons, Griff ou John Connington, alias le Lord perdu ou le Griffon ressuscité, Asha Greyjoy, appelée l'épouse rebelle, la prise du roi ou le sacrifice, Barris Stanselmy, ou le chevalier écarté, le garde de la reine, le briseur de roi et la main de la reine, et Kevan Lannister pour l'épilogue. A partir de la moitié du livre, des personnages du tome précédent font leur retour, comme Areo Ota en tant que l'observateur, Arya Stark en tant que la petite aveugle ou la laidronne, Jaime Lannister, Cersei Lannister et Victarion Greyjoy, aussi appelé le prétendant de fer. Un autre personnage narrateur dont j'ai été très surpris par la présence est Mélisandre, qui bien qu'elle n'ait ce rôle que pendant un chapitre m'a vraiment beaucoup étonné, puisque c'est un personnage entouré de mystères, et que la rendre narratrice révèle littéralement tout ce qu'il y a dans sa tête. Une scène qui m'a beaucoup plu était l'épilogue avec le retour de Varys. Ce livre était donc excellent, et les intrigues que j'y ai préférées étaient celles de Barris Stanselmy et de Jon Snow. J'attends donc de lire la suite avec une grande impatience, en espérant qu'elle sorte bientôt, et non pas dans 15 ans. Terminons cette analyse de livre avec l'ascension de Skywalker. Pour commencer, je tiens à dire que j'ai préféré ce livre au film, et la principale raison pour cela est que le format littéraire permet d'explorer plus en détail les événements et pensées des personnages qu'un film, ou que ce film en l'occurrence. J'ai aussi beaucoup aimé les nombreux détails qui ont été dévoilés dans ce livre, et plus particulièrement sur les Sith. Par exemple, j'ai été très heureux d'apprendre que les esprits des Sith passent de maître en apprenti au fil des générations, ce qui donne ainsi un tout autre sens à la règle des deux. L'autre révélation qui m'a beaucoup plu et surpris concernait également la règle des deux. Il est en effet expliqué que la règle des deux avait également comme fonction pour les Sith de tenter de répliquer le pouvoir d'une dyade. D'autres ajouts que j'ai beaucoup aimés dans cette novélisation étaient les scènes supplémentaires de Leia et de Zori. Dans ce livre, mes personnages préférés étaient probablement Pride, qui a été décrit comme j'avais imaginé, c'est-à-dire comme un zélote, un fanatique de Palpatine, et Rey Skywalker. À l'écran s'affiche d'ailleurs pour vous une bonne raison pour laquelle elle ne peut pas s'appeler Rey Palpatine. Et voilà, c'est la fin de cette analyse de livre, nous nous retrouvons plus tard pour une nouvelle vidéo, alors au revoir, et que la force soit avec vous. Not simply their battle tactics, but their history, philosophy, art.